Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Anne Gadel, bonjour. Nous te recevons pour parler ensemble de l'Irak suite aux élections législatives de ce mois. Tu es analyste spécialiste du Moyen-Orient et fondatrice de AG Consulting et membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Tu t'es rendu 3 fois, je crois, cette année en Irak. Ouais. Donc, tu es une bonne connaisseuse du sujet. Alors, ma première question, suite aux élections législatives de ce mois, quelle analyse fais-tu des résultats et quelles perspectives sont envisageables à court et moyen terme et quant au gouvernement en formation? Alors, il y a peut-être déjà une leçon assez importante à retenir, je dirais la principale en ce qui nous concerne, nous, Européens et Français qui observons les élections irakiennes, c'est qu'il y a une très très forte abstention. Le taux d'abstention était vraiment inédit. Il avait été le plus fort jamais enregistré depuis le début de l'ère post-2003 et donc depuis la mise en place d'un nouveau système politique électoral en Irak. Parce que ça dépend des instituts, ça dépend des observateurs, mais en gros, on estime qu'il y a eu entre 30 et 41% de participation, ce qui est vraiment, vraiment extrêmement peu. Et compte tenu du fait qu'en Irak, la population est extrêmement jeune, on estime qu'il y a à peu près 60% de la population qui a moins de 30 ans, voire moins de 25 ans. Il faut quand même se représenter la chose. Ce taux d'abstention peut être considéré comme presque une fracture générationnelle et un rejet de la population, donc de la population jeune, des jeunes Irakiens, de tout le système qui est représenté par la classe politique en place et par un petit peu tout ce système de partis, ce système de répartition confessionnelle des postes et aussi ce système qui a laissé place à une espèce d'état-milice dont on pourra peut-être reparler, mais voilà, je pense que déjà la première leçon, c'est ça. La deuxième leçon, c'est que quand même, malgré un climat de violence, d'intimidation, un climat très difficile en fait pour les candidats issus des mouvements de contestation d'octobre 2019, comme certains candidats indépendants, malgré tout cela, la nouvelle loi électorale a fait que, et puis le fait qu'aussi il représentait une partie, enfin il portait une partie des aspirations de la population, ces mouvements-là ont quand même percé parce qu'ils ont obtenu pour la nébuleuse issue en gros des mouvements Tishrin, donc des mouvements de contestation d'octobre 2019, on considère qu'il y a une vingtaine de sièges qui ont été gagnés, notamment 9 sièges par le mouvement très structuré Imtidad, et les indépendants, qui ne sont pas tous affiliés à cette mouvance Tishrin, mais qui néanmoins ont le mérite d'être indépendants et s'adressent beaucoup à ce public sensible aux thèmes portés par Tishrin, ont eux obtenu, j'ai pas envie de me tromper, je regarde, voilà, ils ont obtenu une quarantaine de sièges. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez notable, et c'est surtout notable dans un contexte où on est 10 ans après les printemps arabes, où finalement, si on fait le bilan, il n'y avait plus que la Tunisie qui en fait représentait quelque chose de ces printemps arabes, de cet héritage des printemps arabes. Mais bon, la Tunisie semble s'engager sur une pente plus ou moins glissante, on va dire. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à noter, que 10 ans après les printemps arabes, il y a une jeune génération anti-système qui a envie de un peu renverser la table, renverser l'ensemble de ce qui caractérise le système politique et de partis irakiens, et qui est en mesure de se mobiliser, malgré les difficultés, encore une fois, parce qu'on se souvient que lors des manifestations d'octobre 2019, il y a eu plus de 600 morts. Il y a eu aussi beaucoup d'intimidation, près de 80 militants qui ont été visés de près ou de loin, des enlèvements, enfin voilà, des choses qui n'ont pas été résolues, un climat de violence politique assez exceptionnel en fait. Donc, malgré ça, ils ont été en mesure de se mobiliser et ils ont été en mesure d'élire des représentants. Donc il y aura des personnes, les représentants portant leurs aspirations qui siégeront au Parlement irakien. C'est une leçon assez importante à noter à la fois en Irak et puis aussi en Europe et en France. Ça, c'était pour la deuxième leçon. La troisième leçon, il me semble, c'est quand même
L'Irak, en fait, on peut dire qu'en ce moment, la politique irakienne est caractérisée par une série de fractures. Une fracture sunnite-chiite, sur laquelle on pourra revenir et qui est assez connue et assez malheureusement structurante. Il y a aussi la fracture entre la jeune génération, en tout cas la génération qui ne veut plus du système, et le système, l'ancienne élite politique, mais il y a aussi une fracture intra-chiite qui est extrêmement importante et qui a vraiment démontré toute sa puissance lors de ces élections, puisqu'on a vu que dans le camp chiite, il y avait énormément de dissensions. Le grand gagnant des élections, c'est le mouvement sadriste qui a remporté 73 sièges, donc vraiment ça va être lui le faiseur de roi dans les tractations qui ont actuellement lieu pour la formation d'un gouvernement. Mais il y a aussi le retour sur le devant de la scène du mouvement de Nouri al-Maliki, qui avait été Premier ministre entre 2006 et 2014, je veux être précise sur les dates. Ce Nouri al-Maliki qui a été la figure qui a cristallisé en fait un certain nombre de ressentiments, parce que c'est sous ses mandats successifs que ont été accentuées la corruption, mais aussi la division au sein de la population irakienne, notamment entre sunnites et chiites. Donc voilà, un retour sur le devant de la scène de Maliki, avec qui Sadr devra composer. Et puis surtout, fait assez notable, le mouvement Fatah, qui est en fait le mouvement qui regroupe en gros la majorité des milices plus ou moins affiliées à l'Iran. C'est toujours un petit peu facile de dire ça, c'est une manière d'aller un petit peu vite, mais voilà, ça recouvre quand même néanmoins une certaine réalité. Donc ce mouvement, cette alliance Fatah a perdu énormément de sièges et elle-même a été divisée, puisqu'on a noté au sein de l'alliance une scission avec Kataeb Hezbollah qui a formé le mouvement Hukuk. Enfin bref, en gros, on a vu que lors de ces élections, le camp chiite lui-même était extrêmement fragmenté et que là, quand même, les rôles sont assez... une nouvelle répartition des rôles, avec clairement Sadr qui va être le faiseur de roi et qui va avoir le dernier mot dans la formation du gouvernement, et qui devra composer avec Nouri al-Maliki, avec aussi le mouvement Fatah, parce que bien qu'ils aient perdu énormément de sièges, ils ont obtenu beaucoup de voix, et c'est évidemment un mouvement qui a une importance au-delà du nombre de sièges qu'ils peuvent gagner lors d'une élection législative. C'est un mouvement ces milices pro-iraniennes, plus ou moins affiliées à l'Iran encore une fois, ont une importance, une prégnance, une pénétration dans l'appareil administratif, économique, sécuritaire de l'Iran, qui fait qu'on ne pourra absolument pas ignorer leur existence. Voilà. Après, il y a évidemment, pour parler du camp sunnite, clairement, c'est la victoire de Taqaddoum de Halboussi, qui était le président du Parlement et qui certainement sera reconduit dans cette fonction. Et puis, en ce qui concerne les Kurdes, quand même une victoire du PDK assez notable par rapport à l'UPK. Donc voilà, je pense que ça sera la force kurde qui comptera. Voilà, un tableau assez global des forces en présence. J'espère que que ça vous convient. Merci beaucoup, Anne. Petite précision, combien y a-t-il de sièges au Parlement irakien ? Il y en a 329. Donc, voilà, juste pour former une coalition, une alliance de coalition qui sera à partir duquel pourrait être formé un gouvernement, il faut en gros obtenir un peu plus de 165 sièges. Donc on verra. Voilà. En ce moment, les tractations se font d'abord dans le camp chiite, parce que c'est évidemment eux qui ont la prééminence. À partir de là, quand il y aura un accord, on verra de quelle manière seront intégrées les forces sunnites et kurdes. Mais en tout état de cause, il y a fort à parier que pour tout un tas de raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la loi, la Constitution et la loi électorale, mais pour des raisons qui tiennent à la pratique de la politique en Irak ces dernières années, il y a vraiment de fortes chances qu'en fait le trio actuel, donc président du Parlement, président de la République et Premier ministre, soit reconduit. On verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà. Merci, Anne. Je me permets pour revenir, pour préciser sur justement les jeunes, ceux qui sont à l'origine du mouvement des contestations d'octobre 2019. Où en sommes-nous de ces mouvements aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des mobilisations, etc. Oui. Et quel a été leur partie ? Est-ce qu'on sait le degré de participation aux législatives de ces jeunes-là ? Oui. Et un peu, alors, sans entrer dans le détail, mais un peu un portrait sociologique de ces jeunes. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les mouvements, on va dire Tishrin, qui veut dire en fait octobre,
C'est pour que ce soit un peu plus simple. Ce mouvement Tishrin, il est très hétéroclite. Et puis, il n'est pas du tout exempt de paradoxes, en fait, parce qu'on a bien vu qu'il y avait quelques mouvements qui s'étaient structurés en mouvements politiques. Imtidad, par exemple, qui a obtenu 9 sièges, donc qui a en quelque sorte démontré sa capacité à s'organiser, à obtenir des voix, etc. Mais au sein de cette mouvance Tishrin, il y a aussi des partis comme Bayt al-Watani, qui, pour le coup, étaient clairement en faveur du boycott des élections. Donc déjà, au sein même de ces mouvements, il n'y a pas du tout de ligne directrice commune. Et notamment en ce qui concerne quand même la base de la base, c'est-à-dire participer ou pas à la vie électorale du pays. Donc déjà, ça c'est un point assez important à noter. Ce qui est aussi important à noter, et ça ressortait beaucoup dans les entretiens que j'ai pu faire avec notamment des jeunes, et donc des jeunes mobilisés politiquement, clairement qui avaient pu manifester de près ou de loin à partir d'octobre 2019. Ce qui ressort, malheureusement, mais assez logiquement en fait, c'est que ce sont des partis un peu immatures, parce que ce sont des personnes très jeunes qui n'ont aucune culture politique, qui n'ont aucune notion de comment s'organiser politiquement, comment participer, enfin voilà, puis aussi des mouvements qui n'ont pas non plus de soutien financier et de soutien territorial comme peuvent en bénéficier tous les partis traditionnels. C'est pour ça qu'ils insistent énormément sur le fait qu'ils appellent notamment les puissances occidentales qui sont présentes sur place à les aider dans le capacity building, la formation au leadership, etc. Donc voilà, ça c'est un point assez important et qui je pense peut être intéressant vu de France. Parce que c'est une vraie demande, il y a une vraie demande en formation politique de cette nouvelle génération, qui certes n'est clairement pas majoritaire dans la nouvelle équation politique post-élection, mais qui quand même, il y aura quand même des jeunes présents au Parlement, qui siégeront au Parlement et qui vont un petit peu engager cette nouvelle dynamique politique, peut-être même créer une nouvelle génération politique. Donc voilà, c'est un petit point là-dessus. Et de manière générale, voilà, ce qui est malheureusement à noter, c'est qu'ils sont motivés, il y a vraiment une force de mobilisation, mais ils sont assez divisés, et notamment sur la question du boycott et la question des modalités de la participation à la vie politique. Après, comme je l'avais dit en introduction, il y a quand même une très très forte abstention, et a fortiori une abstention des jeunes générations. Donc là, évidemment, qui n'a absolument pas été aidé par ces appels au boycott. Mais voilà. Mais après, les partisans du boycott estiment que de toute façon, c'est le système en entier qui est à revoir, et que participer au système électoral serait en fait entériner cette situation, valider cette situation, quand d'autres partis comme Imtidad estiment qu'il faut plutôt le réformer de l'intérieur. Mais ça, c'est une dichotomie qui se retrouve dans énormément de contextes révolutionnaires, post-révolutionnaires. Alors, suite aux élections, comment interpréter les résultats des élections par rapport aux relations avec Téhéran, avec l'Iran, et quelles conséquences, que traduisent les élections et quelles conséquences dans les relations avec Téhéran? Alors, fait assez notable, c'est donc cette déconfiture, en tout cas en termes d'obtention de sièges, de la coalition Fatah, qui est vraiment la coalition, encore une fois, qui regroupe un certain nombre de milices, plus ou moins affiliées à l'Iran, plus ou moins directement affiliées à l'Iran. Donc clairement, déjà en termes d'image, c'est pas très bon, parce que ça signifie que les mouvements, les partis politiques issus de ces milices, plutôt les branches politiques de ces milices, vont avoir très très peu de sièges au Parlement. Il va y avoir une espèce de rupture, de déséquilibre entre le poids qu'elles ont dans l'administration, dans l'État, dans l'économie, dans l'appareil sécuritaire irakien, et puis la représentation qu'elles auront en termes politiques au Parlement. Là, il y aura un petit décalage qui pourrait être un petit peu gênant pour Téhéran. Et puis tout simplement, voilà, ça témoigne du fait qu'au sein de la population irakienne, notamment parce qu'il y a une forte abstention, il y a un très fort rejet de l'influence iranienne dans les affaires politiques irakiennes. Et ça, c'est aussi démontré par la très claire victoire de la coalition sadriste, parce qu'il faut rappeler que bien que Sadr soit évidemment un chiite, et que le mouvement sadriste soit un mouvement populiste chiite, c'est avant tout un mouvement nationaliste irakien qui, dès l'ère post-2003, s'est positionné en chantre de la contestation de l'influence étrangère en Irak. Au départ, c'était concentré sur l'influence américaine en Irak, et puis progressivement, ils ont pris un petit peu
le lead sur la contestation de la présence iranienne en Irak. Donc, alors, évidemment, du fait qu'il soit chiite et du fait que de toute façon, il y ait des liens extrêmement forts entre les deux pays qui sont voisins, et Sadr a en fait une relation un peu ambivalente, ambiguë avec l'Iran, mais en fait très clairement, et je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les semaines, les mois, les années à venir, c'est très clairement la ligne de mobilisation de Sadr, ça a été contre l'influence, et notamment l'influence de l'Iran. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose qui peut être gênant pour Téhéran. D'un autre côté, Téhéran pourrait se dire, et notamment la frange peut-être peut-être la moins radicale, pourrait se dire, cherchons le plus petit dénominateur commun que nous avons avec ces acteurs-là, qui est en fait l'hostilité à la présence des Américains sur le sol irakien. Donc à voir. Ce qui est aussi important, c'est que à la fois Sadr, mais aussi ses alliés, ses futurs alliés au Parlement, donc notamment le mouvement de Halboussi, les sunnites de Halboussi, le PDK, etc., ont une bonne relation avec les pays arabes du Golfe. On se souvient que c'est Sadr qui avait fait, dès 2016, une visite en Arabie Saoudite. Il avait rencontré Mohammed bin Salman, et ça s'était inscrit un petit peu dans la continuité de la reprise des relations du Golfe avec le voisin irakien au moment du départ de Maliki et de l'arrivée d'une nouvelle administration irakienne qui était beaucoup moins hostile au fait de reprendre langue avec les anciens leaders, les anciens alliés leaders sunnites de l'Irak. Donc là, voilà, je pense que ces élections aussi marquent quelque part, entérine en tout cas le fait que les puissances arabes du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, dans une moindre mesure peut-être aussi le Qatar, vont chercher à affirmer leur influence, leur présence, leur dialogue avec les représentants irakiens. Et d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent avec le fait que l'Irak s'est replacé depuis quelques mois, mais en fait, ça a été très très fortement remarqué sous la mandature de Kazimi. L'Irak vraiment se replacer au centre du jeu régional, et notamment avec cette posture de médiateur qu'il avait pu avoir par le passé, même avant l'ère Saddam, en capitalisant sur justement le fait que c'est un pays central, c'est un pays aussi qui est une sorte de mosaïque ethnique, confessionnelle, qui fait que voilà, ils sont capables de parler à énormément de personnes et de représenter énormément d'intérêts différents. Et donc voilà, l'Irak, depuis quelques mois, semble vouloir vraiment affirmer ce rôle de médiateur régional. On l'a vu dans ses efforts déployés, notamment en faisant se rencontrer de manière plus ou moins secrète l'Iran et l'Arabie Saoudite, en vue d'un rapprochement, d'un réchauffement, ou plutôt d'une déconfliction entre les deux puissances ennemies. Et puis on l'a vu très clairement aussi lors de la conférence de Bagdad, la conférence régionale de Bagdad, qui a eu lieu toute fin août, au cours de laquelle énormément de pays qui pouvaient être considérés comme des pays antagonistes se sont parlé. En réalité, il y a eu des dialogues qataro-égyptiens, émiro-iraniens, etc. Et c'était vraiment l'occasion pour l'Irak, et puis aussi surtout pour Kazimi, de démontrer cette volonté qu'il a de revenir sur la scène régionale. Aussi quelque chose d'assez notable, et qui n'est pas forcément en défaveur de Téhéran, mais qui clairement montre que le centre de gravité de la politique étrangère de l'Irak semble vraiment se déplacer, plutôt vers un axe sunnite, c'est la volonté de l'Irak de peut-être initier une sorte de nouvelle architecture de dialogue, alors déjà de dialogue politique, peut-être pourquoi pas de dialogue sécuritaire, avec des puissances sunnites comme l'Égypte et la Jordanie. Il y a eu dans les précédents mois beaucoup de rencontres qui vont dans ce sens-là. Donc voilà un peu le tableau global des conséquences régionales des élections et en tout cas du contexte régional dans lequel tout ça va s'inscrire. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement qui a été engagé, cette consolidation des relations avec les pays arabes du Golfe, donc du GCC, ça dépendra beaucoup, leur pérennité dépendra beaucoup du fait que Kazimi soit reconduit Premier ministre ou pas. Parce qu'évidemment, ça dépendait énormément de ses propres réseaux. Kazimi, c'est un homme qui convenait à la fois à Téhéran, mais aussi à Riyad et puis à Washington. Donc à voir. Ça sera aussi un des enjeux des mois, enfin plutôt des semaines à venir, et donc du résultat des négociations post-élection.
Merci Anne pour toutes ces précisions. Pour rester dans le contexte régional, on a envie de faire, si ce n'est un parallèle, en tout cas de comparer l'État libanais et l'État irakien par rapport comment dire, aux bases communautaires, au confessionnalisme, avec des différences surtout au plan économique entre la rente pétrolière en Irak, et ce qui n'est pas le cas à Beyrouth. Que peux-tu nous dire sur un peu ce Liban-Irak, les similitudes apparentes? Oui, en fait, comme le Liban, malheureusement, est très présent dans l'actualité, il se rappelle beaucoup à notre souvenir que oui, au Liban, une des racines du problème, c'est le confessionnalisme politique. C'est ce qui fait que la situation est totalement bloquée parce que donc, le confessionnalisme politique, c'est simplement l'idée de répartir les postes politiques en fonction des confessions, donc de l'appartenance confessionnelle religieuse, avec une répartition très précise des postes en fonction de dans les différentes confessions. C'est l'Irak post-2003, et notamment à partir de l'adoption de la Constitution de 2005, on a choisi, quand je dis on, c'est pas forcément les Irakiens, on a choisi de mettre en place un système un peu similaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, l'Irak est, comme je l'ai dit, une mosaïque confessionnelle. Il y a à peu près, j'ai peur de me tromper sur les chiffres, mais il y a déjà une très grande majorité de chiites, à peu près 60% de la population est chiite, 25% est sunnite, le reste se répartit entre les Kurdes et puis d'autres minorités, parce qu'il y a aussi des minorités très très spécifiques à l'Irak. En tout état de cause, on voit que voilà, il y a vraiment une majorité chiite, une minorité sunnite et kurde. Le problème, c'est que depuis le début, depuis que les puissances étrangères s'intéressent à l'Irak, je pense notamment aux Britanniques, ils ont vu cette coexistence de minorités et on a toujours voulu jouer dessus. Donc au moment du mandat britannique et du traité anglo-irakien, il y a eu clairement un jeu sur ces oppositions confessionnelles, avec plutôt le fait de favoriser, de s'appuyer sur une élite arabe sunnite au détriment de la majorité chiite. S'en est suivi, je passe un petit peu rapidement, mais évidemment, malheureusement, l'épisode assez long de la dictature de Saddam Hussein, qui était donc la dictature d'un responsable sunnite, et donc forcément la marginalisation de la majorité chiite du pays, etc. etc. On arrive en 2003, les Américains, et notamment Bremer, se disent comment régler la situation, comment créer de toutes pièces un État post-Saddam. Ils ont malheureusement, je pense, répété les erreurs du mandataire britannique à l'époque. Ils se sont dit on va continuer à s'appuyer sur ce jeu de division confessionnelle, sauf qu'on constate que la majorité est chiite, donc on va s'appuyer sur les chiites. Très bien. Pour ce faire, une débassification et une déssunnisation de la politique et des structures étatiques un peu violentes. 400 000 soldats irakiens se retrouvent sans job, sans paye, et malheureusement, pour la plupart, ils étaient sunnites. Ça fera le lit d'un certain nombre de ressentiments, d'un ressentiment assez fort qui pourra, d'une certaine manière, ensuite être relié à la naissance de Daesh, etc. Mais voilà, on se retrouve dans ce système où ensuite la Constitution de 2005 entérine cette confessionnalisation de la vie politique, et on a donc le rôle du président de la République qui est confié à un Kurde, le Premier ministre est systématiquement un chiite et le président du Parlement est un sunnite. Ça, c'est pour le côté politique. Sauf qu'on constate que ces intérêts un petit peu catégoriels, ethno-confessionnels, se retrouvent aussi dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas des domaines politiques. On le retrouve aussi dans le domaine de l'administration, de l'État, de l'économie, etc. Et donc on se retrouve avec finalement tout un pays, tout un système qui fonctionne sur ce mode du confessionnalisme, avec des intérêts des communautés par rapport aux autres, et puis le fait qu'il faut toujours défendre l'intérêt de sa propre communauté au détriment des autres. Le fait aussi qu'on se retrouve avec des élections, avec des partis qui reproduisent ces lignes de faille confessionnelles, et forcément, tout ça donne prise à des phénomènes d'ingérence étrangère, d'influence étrangère, qui suivent un petit peu ces mêmes lignes ethno-confessionnelles, etc. Donc voilà un petit peu le tableau. Merci. Et pour rester encore même plus au-delà du régional mais de l'international, est-ce que le changement d'administration à Washington de Trump à Biden a eu des conséquences et aura des conséquences
conséquences à Bagdad? Alors, ce qu'on a constaté avec l'arrivée de cette nouvelle administration Biden, c'est que c'est plutôt une espèce de continuité dans le changement. En fait, il y a peut-être un changement de ton très clair, hein, ça c'est indéniable, mais faut pas que ça cache le fait que les objectifs fondamentaux de la diplomatie, de la politique étrangère américaine, en fait, n'ont pas changé. Et depuis le premier mandat d'Obama jusqu'au mandat de Biden, en passant par l'épisode Trump, on voit quand même une très forte continuité dans les objectifs stratégiques, et notamment le fait de se désengager du Moyen-Orient. Très clairement, se désengager de théâtres conflictuels extrêmement coûteux pour des résultats ambivalents. Et très clairement, l'Irak fait partie de ce scope. Alors on l'a vu récemment en Afghanistan. En Irak, la problématique est pas tout à fait similaire, mais il y a évidemment aussi la problématique du retrait définitif des troupes américaines. Il faut quand même rappeler que les troupes américaines étaient parties d'Irak dès 2011. Après, il y a eu évidemment l'envoi de contingents liés à la lutte contre Daesh, etc. Mais voilà, on va dire que le retrait d'Irak était quelque chose qui était déjà existant, acté. C'était un mouvement de fond qui avait été fait depuis déjà pas mal de temps. Sauf que la situation a un petit peu changé. Daesh, on pourra en reparler peut-être un petit peu après, mais Daesh est théoriquement, en tout cas dans sa forme proto-étatique, des faits. Donc voilà, la présence de troupes étrangères et notamment de troupes américaines était un facteur extrêmement irritant de la politique irakienne, et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il y a eu cet accord de retrait qui dit que d'ici à fin 2021, il y aura le retrait des troupes résiduelles du territoire irakien, etc. Tout ça, c'est un petit peu... Il faut prendre des pincettes quand on parle de ça, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucun soldat américain sur le sol irakien. Ça ne voudra pas dire non plus qu'il n'y aura pas un soutien de l'armée américaine à l'armée irakienne en termes de renseignement, etc. Et ça ne signifie pas non plus que... en gros, tout ça, c'est pour dire que la situation est telle que, en cas de besoin, donc en cas de besoin, ça peut recouvrir tout un tas de situations différentes, notamment une résurgence de Daesh dans certaines poches. Mais en cas de besoin, l'armée américaine, notamment dans sa dimension aérienne, pourra prêter main forte à l'armée irakienne. Donc c'est un retrait, mais ce n'est pas un retrait qui signifie la fin totale de la présence et la fin de la préoccupation américaine du point de vue sécuritaire en Irak. En tout cas, voilà, le président Biden va simplement s'inscrire dans la continuité de tout ça, dans la continuité de ce mouvement de désengagement du Moyen-Orient. Le fait aussi d'essayer de contrer l'influence iranienne, mais à moindre coût, à moindre frais. Et d'ailleurs, on l'a vu, les réactions américaines aux élections irakiennes ont été assez mesurées. Ils se sont bien gardés de faire des remarques qui pouvaient être prises comme une ingérence. Ils se sont contentés de faire un communiqué de félicitations, de surtout mettre en avant le rôle des Nations Unies dans leur rôle d'observateur, etc. Mais ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'il y aura un vide total laissé par les Américains, au sein duquel pourront s'engouffrer les uns et les autres. Tu as évoqué à plusieurs reprises Daesh. Oui. Alors, où en est l'organisation aujourd'hui en Irak? Alors c'est difficile, c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres, des statistiques ou quoi. On parle de groupes qui pourraient être assez importants, qui pourraient se compter en dizaines de milliers de personnes. Et qui se cacherait, en fait, le problème de Daesh, c'était un peu le problème de base, c'est que c'était des Irakiens. Donc c'était des frères, des oncles, des maris, que sais-je, de familles irakiennes. Donc ils faisaient aussi partie de villages au sein desquels ils ont pu revenir, se rebaser. Là, ils sont en quelque sorte cachés, ils n'existent plus sous forme d'organisation d'État, mais en tout cas on sait qu'ils continuent à être assez bien organisés en termes de réseau, de communication, etc. Et en fait ils sont toujours actifs, ils sont toujours en mesure de notamment commettre des attentats. Au cours de l'année 2021, il y a eu un certain nombre d'attentats assez meurtriers et qui a touché à la fois des milices pro-iraniennes, à la fois les forces armées irakiennes, des intérêts américains, mais aussi des civils. En fait, il y en a eu un certain nombre au cours desquels il y a toujours plusieurs dizaines,
voire quelques centaines de civils qui sont tués, et encore récemment, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Donc Daesh existe encore. Ça n'est pas une menace qui a été totalement éradiquée. On estime qu'en fait, c'est une menace de basse intensité, mais qui, aux toutes dernières nouvelles, inquiète quand même en assez haut lieu au sein de l'État, au sein de l'armée irakienne, puisqu'on pourrait estimer que, je prends énormément de précautions oratoires en disant ça, mais il pourrait être en mesure de reprendre une ville. C'est en tout cas ce que, sous couvert d'anonymat, certaines sources au sein de l'armée irakienne disent. À prendre avec des pincettes, mais en tout cas, simplement pour dire, et puis c'est ce qui nous intéresse aussi depuis Paris, tout ça pour dire que la menace Daesh n'a absolument pas été éradiquée. Et puis il faut aussi, quand on parle de Daesh, il faut aussi parler des personnes des prisonniers, des résidus de Daesh, notamment dans leur composante occidentale. Toutes ces personnes, notamment un certain nombre de ressortissants français qui demeurent prisonniers dans des camps en Irak. Que faire de tout cela? Voilà, peut-être que ce sera un sujet des débats de la présidentielle, peut-être pas. On verra. Alors, deux questions pour finir cet entretien qui mériterait d'être plus long, mais voilà, il faut y mettre fin. Alors, je pensais quel rôle joue l'ayatollah Ali al-Sistani dans ce jeu un peu complexe. Et pour finir un peu de petite fiction, quelle perspective envisages-tu pour l'Irak à moyen terme? Déjà, quel gouvernement et quel... Voilà. Alors, l'ayatollah Sistani, c'est une personnalité extrêmement importante en Irak. Alors, il est d'origine iranienne, mais il s'est installé en Irak il y a fort longtemps, et en fait, il fait partie de la Marjaria. C'est-à-dire, la Marjaria, c'est un ensemble de clercs chiites qui ont une très haute autorité morale dans le chiisme irakien, basé à Nadjaf, qui est vraiment le berceau, un des berceaux du chiisme, qui est vraiment... On peut dire que Nadjaf, en gros, c'est le Vatican des chiites. Et au sein de ce Vatican des chiites, Ali al-Sistani est une personne de premier plan, notamment parce que, enfin, c'est pas de ce fait-là, mais à qui a rendu visite le pape lors de sa visite en Irak? Il a notamment rendu visite à Ali al-Sistani parce qu'il sait bien que c'est une figure majeure du chiisme iranien, du chiisme dans son ensemble, mais aussi de la politique, du chiisme irakien, du chiisme dans son ensemble et de la politique irakienne. Très important, il ne faut pas faire de lapsus. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il est iranien et que ce soit un clerc qui normalement ne doit pas s'immiscer dans les affaires politiques, il porte une voix extrêmement importante, et c'est une voix nationaliste irakienne. C'est ça qui est important. Au sein de la Marjaria, il y a des courants un petit peu différents, des courants qui sont plus iranophiles, plus pro-Iran, plus moins réticents à l'influence de l'Iran sur les affaires irakiennes. Ali al-Sistani, lui, a toujours porté cette ligne nationaliste irakienne. Et c'est aussi une personne qui, quand elle appelle à faire telle ou telle chose, est écoutée. Et ça a été assez intéressant de noter qu'il s'est mobilisé pour appeler à aller voter, à ne pas boycotter les élections. Ça prouve deux choses. Déjà que la classe politique et aussi la classe religieuse, entre guillemets, dans son ensemble, avait senti les dangers d'une très faible participation d'un boycott des élections. Mais ça prouve aussi que c'est une personnalité, certes très écoutée, mais bon, ça ne s'est pas traduit en termes électoraux, mais ça a été quand même une personnalité extrêmement écoutée. Et en fait, il faut se rappeler qu'en 2014, au moment de l'apogée de l'emprise territoriale et de l'influence de Daesh en Irak, c'est Ali al-Sistani qui avait appelé à la mobilisation, et c'est autour de cette mobilisation que s'était formé tout un tas de mouvements de résistance à Daesh, notamment autour du Hashd al-Sha'bi, donc de cette nébuleuse de milices plus ou moins affiliée à l'Iran. Et donc de ce fait-là, bien qu'il se défende d'être un acteur politique irakien, c'est une personne qui a énormément d'influence dans la politique irakienne, et encore de nos jours, et jusqu'à sa mort. Et alors à moyen terme, déjà, là on est vraiment en phase post-électorale, on est en pleine tractation électorale. Il va s'agir d'abord pour les chiites de se mettre d'accord, pour ensuite former des coalitions avec les autres groupes parlementaires qui ont obtenu pas mal de sièges. L'idée, ce sera à partir de là, former un gouvernement, ce qui ne signifiera pas forcément que les personnes
par exemple, que le Premier ministre sera forcément issu de ces mouvements qui ont obtenu un maximum de sièges. Encore une fois, c'est aussi une pratique de la politique iranienne qui fait qu'un indépendant comme Kazimi peut se retrouver Premier ministre parce qu'il convient à peu près tout le monde. On verra. En tout cas, malheureusement, tant qu'on n'a pas le résultat, tant qu'on n'a pas la formation d'un gouvernement, c'est difficile d'avancer sur un certain nombre de dossiers, et notamment les dossiers régionaux. Et puis en ce qui concerne la France, très très pragmatiquement, difficile d'avancer sur des sujets commerciaux, économiques, etc. Donc à moyen terme, il n'y a pas forcément grand-chose qui va bouger. La période post-électorale et de négociation post-électorale est une période qui peut être propice à quelques tensions, à quelques violences, donc il faudra faire attention à ça. Et puis, encore une fois, il y a ce fameux sujet Daesh qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Voilà. Anne, merci beaucoup pour la qualité et la précision de tes réponses, et nous aurons l'occasion je pense, de revenir sur le sujet d'ici peu. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.